à tous, merci de nous rejoindre. Tout de suite l'essentiel de l'actualité de ce mardi 23 juillet. Les préinscriptions et inscriptions universitaires ont débuté hier à travers tout le territoire national. Les nouveaux bacheliers auront jusqu'au 12 septembre, date de clôture de l'opération. C'est le jour J pour l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, attendu vainqueur ce mardi de la course de Downing Street pour remplacer Theresa May au poste de Premier ministre. L'Algérie exploite annuellement 20 milliards de mètres cubes de gaz pour la production de l'électricité. Déclaration du ministre de l'Énergie. Nous irons à Mascara ce matin pour découvrir une usine de fabrication de bonbonnes de gaz. Bonjour à tous et bienvenue. Tout d'abord, les préinscriptions et inscriptions définitives au titre de l'année universitaire 2019-2020 ont débuté hier pour les nouveaux bacheliers. L'opération se clôturera le 12 septembre. Tous les détails avec Nesrine Ben Saidi. Ces jeunes bacheliers viennent de franchir pour la première fois le seuil de la porte de l'université. Tous devront faire l'ultime choix, celui de s'inscrire dans l'une des spécialités qu'offrent les différentes universités à travers tout le territoire national, et ce via le site électronique du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'étudiant pourra consulter le site suivant: orientation-esi.dz. Premièrement, il faut que l'étudiant ait son relevé de notes où il y a son code secret qui lui donne l'accès à la plateforme. À ce moment-là, il devra valider ses données. Il trouvera 4 choix disponibles selon la moyenne qu'il a obtenue. La période des préinscriptions du 22 au 24 juillet sera suivie par celle de la confirmation des préinscriptions du 25 au 26 juillet, puis au traitement des vœux, et ce du 27 juillet au 3 août. Et enfin, à la proclamation des résultats des affectations le 3 août 2019. La dernière phase, qui s'étendra du 2 au 8 septembre, concernera les inscriptions définitives et les dossiers des œuvres universitaires. Je suis ici pour m'inscrire et aussi pour trouver de l'aide. Il y a des personnes qualifiées pour orienter les étudiants et leur fournir les informations nécessaires. Je me suis inscrit, j'ai eu 4 choix selon la moyenne obtenue. J'ai été bien orientée, on m'a beaucoup aidé pour l'opération des préinscriptions. Je veux faire des études en droit car c'est une filière qui a beaucoup de postes d'emploi. Pour rappel, lors de la rentrée universitaire 2018-2019, plus de 265 000 nouveaux étudiants avaient rejoint les bancs de l'université. Leur nombre pourrait dépasser les 300 000 à l'occasion de la nouvelle rentrée universitaire 2019-2020. Des pics de chaleur sont enregistrés en cette saison estivale dans plusieurs wilayas du pays. Une seule envie avec ces températures élevées, se baigner. Mais à quel prix? On enregistre chaque année plusieurs décès par noyade dans les eaux des barrages, pourtant interdits à la baignade. Plus d'une centaine de personnes se sont noyées au niveau du barrage de Koudiet Serdoun à Bouira ces 7 dernières années. Karim Haïfa. Sous une chaleur de plomb, une seule envie dans ces montagnes près de Bouira, se baigner dans cette eau fraîche du barrage de Koudiet Serdoun. 640 millions de mètres cubes d'eau douce, a priori calme, mais très dangereuse car imprévisible. Ici, la baignade est interdite. Malgré cela, des enfants qui ont tous moins de 12 ans s'aventurent quand même dans ces eaux, rapidement rappelés à l'ordre par cette brigade de surveillance du barrage. Ici, c'est la montagne. Il fait très chaud en été. Le barrage, c'est le seul endroit où on peut se rafraîchir. On aimerait bien avoir une piscine près de chez nous pour ne plus venir ici. On n'a pas où aller pour se rafraîchir, même pas une piscine. On est donc obligé de venir se baigner ici car la chaleur est intenable. La baignade dans les eaux de barrage est très dangereuse car l'eau douce est moins dense que l'eau de mer. En plus, ces bassins sont tapissés de vases qui pourraient être fatals pour les baigneurs les plus aguerris, avec une mort certaine. Depuis 2012, ils sont plus d'une centaine à être victimes de noyades dans les eaux de ce barrage, des drames qui ne semblent pas alerter plus que ça la population locale, d'où le lancement chaque été de campagnes de sensibilisation en direction des habitants des villages mitoyens du barrage.
Ces 7 dernières années, on a recensé 142 noyades. Et là, depuis 5 ans, on lance avant chaque été une campagne de sensibilisation en direction des villages de la région. En plus, depuis 2017, une caravane sillonne les 4 coins du pays pour sensibiliser les habitants des villes et villages à proximité des barrages. Au niveau du barrage de Koudia Tesserdoun, on enregistre des noyades chaque année. 2 noyades respectivement en 2013 et 2014 et une noyade respectivement pour 2015, 2016 et 2017. Un bilan terrifiant. Négligence et insouciance fusionnent souvent pour générer la mort. Rien que pour la semaine écoulée, 7 personnes sont décédées par noyade dans plusieurs wilayas du pays. La 7e victime est un jeune homme de 27 ans qui s'est noyé avant-hier dans une plage interdite à la baignade à Béjaïa après avoir tenté de sauver 2 fillettes de la noyade. Un geste courageux mais fatal pour la victime qui a semé l'émoi dans toute la région de Béjaïa. Donc voilà, donc la vigilance est de mise cet été. L'Algérie exploite annuellement 20 milliards de mètres cubes de gaz pour la production de l'électricité, un chiffre jugé énorme par le ministre de l'Énergie en visite de travail à Chlef et préconise l'utilisation des énergies renouvelables à l'avenir pour préserver ce combustible fossile. Chlef, par ailleurs, a bénéficié d'un transformateur haute tension qui alimentera plusieurs wilayas en électricité. Camélia Melal. La wilaya de Chlef se dote de plusieurs projets de développement dans le domaine énergétique et enregistre beaucoup de performances. D'ailleurs, plus de 96% de taux de raccordement à l'électricité est enregistré, ce qui est pour améliorer les services dans cette région du pays. Mieux encore, la région de Ouled Abbas sera bientôt renforcée grâce à la réception prochaine d'un transformateur haute tension de 400 kV. Il faut absolument offrir une capacité suffisante dans l'électricité pour être au diapason du développement de cette région. Nous allons faire en sorte d'améliorer la capacité de production de l'énergie, ce qui permettra de couvrir la demande croissante au niveau des zones d'activité. En plus de cette nouvelle station, il y aura prochainement d'autres projets au nord de la wilaya de Chlef, et ce pour une meilleure couverture en électricité et en gaz dans cette région. Plus de 20 milliards de mètres cubes de gaz est destiné annuellement pour la production de l'électricité, un volume énorme selon le ministre de l'Énergie qui rappelle la nécessaire orientation vers les énergies renouvelables pour produire de l'électricité avec le projet visant la production à moyen terme de 5600 MW à partir d'énergies renouvelables telles que l'énergie solaire et éolienne. L'État mobilisera tous les moyens afin d'exploiter d'autres ressources pour générer cette énergie vitale. Et direction Mascara à présent pour découvrir une usine de fabrication de bonbonnes de gaz et de matériel d'incendie. Elle assure un approvisionnement à son principal client, Naftal, une usine qui est en pleine expansion. Le reportage de Naïm Al-Wali. 1200 bonbonnes de gaz, 200 extincteurs, 90 réservoirs à gaz sortent tous les jours de cette entreprise à gaz installée à Mascara dans les années 70. Mascara est spécialisé dans la réalisation des produits sous pression et notamment les bouteilles de petite capacité de camping 3, 6 kg et on fait la rénovation de la bouteille de 13 kg pour le compte de notre client principal, Naftal. Par ailleurs, on peut réaliser tous les produits mécano-soudés qu'on pourrait mettre en œuvre, ainsi que les extincteurs CO2 et à poudre. Et dernièrement, on a pu entrer en production des réservoirs GPLC pour véhicules. L'usine qui peut produire tout ce qui est à base d'acier fait aussi dans la rénovation de grandes bouteilles à une cadence de 800 000 par an. Actuellement, il y a une étroite collaboration entre notre entreprise, le service qualité et le laboratoire de l'Hadjar pour essayer de réaliser le produit en local. On essaie de couvrir le marché national et voir à l'extérieur, en ce qui concerne l'unité de Mascara, en bouteille de camping, en petite bouteille de 6 kg, voir les extincteurs et même le GPLC s'il y a lieu. Filiale de Naftal, cette entreprise qui vient juste de renouveler ses équipements pour la coquette somme de 57 milliards de centimes, compte incessamment prospecter le marché extérieur pour exportation.
Développer les potentialités des régions du Sud, une des instructions du gouvernement. Le ministre de l'Agriculture a dans ce contexte présidé hier une réunion nationale sur le développement de l'élevage camelin et a activé les mesures concernant l'approvisionnement des wilayas du Grand Sud en orge, la réalisation des points d'eau et le suivi de la couverture vétérinaire du cheptel camelin et caprin. Soumia Zerwali. Développer la filière de l'élevage camelin et caprin à travers un plan de travail basé sur des mesures et des dispositifs mis en place concernant l'approvisionnement des wilayas du Grand Sud en fourrage, la réalisation des points d'eau et le suivi de la couverture vétérinaire. C'était au cœur de la rencontre nationale sur la filière cameline présidée par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sherif Ammari. Il était question lors de cette rencontre des mesures prises concernant la restructuration de la filière cameline. Nous avons au niveau national 16 assemblées populaires de wilaya qui vont prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un conseil national qui sera le partenaire économique du ministère ainsi que l'intermédiaire entre le ministère et les professionnels du secteur. L'implication des éleveurs et des professionnels du secteur dans le plan de travail élaboré par les pouvoirs publics a été mise en avant lors de la dernière réunion qui a pour but d'assurer le développement économique et social des zones d'élevage situées dans les wilayas du Grand Sud. Nous remercions le ministère de l'Intérieur et celui de l'Agriculture pour ce programme puisque les habitants du Sud, notamment Bourj-Bachi Mokhtar, Timimoun et Adrar, sont connus pour être des pasteurs nomades. Ce que nous demandons, c'est l'approvisionnement en matière de fourrage. C'est une très bonne initiative que nous saluons d'ailleurs. Je tiens à remercier le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Agriculture. Nous demandons la création d'une filière vétérinaire à l'université spécialisée dans la filière cameline et caprine. La filière cameline et caprine a besoin d'une réelle prise en charge pour booster l'économie du pays, surtout dans les wilayas du Grand Sud. Des milliers de vacanciers transitent chaque année par l'aéroport d'Oran en cette période estivale. Il s'agit pour la majorité de nos compatriotes installés à l'étranger. Pour leur faciliter le voyage, de nouvelles procédures d'accueil ont été adoptées permettant le traitement rapide des arrivées. Hassiba Abdallah. Une fois descendus de l'avion, ces passagers ont été vite pris en charge par le personnel de l'aéroport international d'Oran. D'origine algérienne pour la plupart, ils sont venus passer leurs vacances d'été. Comme chaque année, leur nombre est important. L'aéroport a dû se réorganiser pour assurer une fluidité des services et éviter la surcharge. Il y a de nouvelles lignes aériennes, notamment avec la compagnie Transavia pour la ligne Oran-Nantes et la compagnie Tassili Airlines pour la ligne Oran-Strasbourg. Et puis nous avons Air Algérie qui a doublé le nombre de tous ses vols. Nous avons mis en place de nombreuses facilitations, dont l'ouverture de tous les postes de contrôle, l'allègement des mesures de sûreté pour les voyageurs, avec des guichets réservés également aux personnes âgées et aux malades. Il faut savoir aussi que l'aéroport accueille près de 20 vols par jour. Grâce à quoi, les voyageurs ont bien senti une nette amélioration des services. Je suis venu de Toulouse, l'avion était à l'heure et ici à l'aéroport tout a été vite fait. La police des frontières nous a pris en charge assez rapidement. Les gens, la police est très bien, c'est bien organisé. Concernant l'installation, c'est parfait, c'est sécurisé et il n'y a aucun souci. L'aéroport d'Oran a bénéficié également d'une extension dont l'exploitation est prévue pour la fin d'année en cours. Le projet permettra le traitement de 3,4 millions de passagers à l'horizon 2035. Nous avons appris ce matin cette triste nouvelle, le décès de notre collègue Zahra Al-Arbi des suites d'une longue maladie à l'âge de 69 ans. Elle avait rejoint l'entreprise publique de la télévision en 1969 et avait occupé le poste de rédactrice en chef adjoint jusqu'à 2009, année de sa mise en retraite. Al-Arbi Zahra avait consacré toute sa vie au service de la télévision algérienne au niveau de la station régionale d'Oran. Le ministre de la Communication, le directeur général de l'EPTV ainsi que tout le personnel de l'entreprise présentent leurs sincères condoléances à la famille de la défunte Zahra Al-Arbi Rkeb. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-côtes ont saisi hier à Benissaf une quantité de kif traités s'élevant à plus de 100 kg, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont arrêté 4 narcotrafiquants en possession d'un peu plus de 8 kg de kif traités à Tiaret. Par ailleurs, des détachements de l'ANP ont intercepté à Tamanrasset et Bourj Baji Mourtar 6 contrebandiers et 3 orpailleurs et saisi un camion, des outils d'orpaillage et 19 tonnes de denrées alimentaires, alors que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen et à El Taref. Dans l'actualité internationale, c'est le jour J pour l'ancien maire de Londres Boris Johnson, attendu vainqueur ce mardi de la course à Downing Street, avec à la clé le défi de taille de sortir de l'impasse du Brexit, auquel s'ajoute désormais la crise avec l'Iran. Par ailleurs, un véhicule piégé a explosé ce lundi à l'entrée de la vaste base militaire française de Gao au Mali. Les détails avec Naïma Haouch dans ce résumé de l'actualité internationale. Au Mali, un véhicule piégé a explosé ce lundi à l'entrée de la partie française du camp de Gao, partagé par la force Barkhane, la force de maintien de la paix des Nations Unies et les forces armées maliennes. 4 militaires ont été blessés. Des membres de la défense civile syrienne, connus sous le nom de casques blancs, extraient les corps de victimes coincés sous les décombres d'immeubles détruits, alors que des civils courent pour se mettre à l'abri à la suite de frappes russes sur un marché qui aurait fait 23 victimes dans la ville de Ma'arat al-Nouman, dans la province syrienne d'Idleb. La Russie a démenti qu'elle soit à l'origine de ces frappes. Depuis près de 3 mois, Idleb est sous le feu de l'armée syrienne. Après la destruction par Israël des logements de Palestiniens au sud d'Al-Quds occupé, les Nations Unies et les pays européens ont condamné cette opération de déplacement, ce qui entraîne des expulsions forcées et contribue au risque de transfert forcé auquel sont confrontés de nombreux Palestiniens en Cisjordanie, y compris Al-Quds Est. Les députés conservateurs britanniques déterminent qui entre le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt et Boris Johnson, champion des pro-Brexit, prendra la succession de la première ministre Theresa May. Boris Johnson, candidat à la direction du parti conservateur britannique, est donné vainqueur de la course à Downing Street, avec à la clé le défi de taille de sortir de l'impasse du Brexit, auquel s'ajoute désormais la nécessité de résoudre la crise avec l'Iran. Le Portugal a recours à des bombardiers d'eau espagnols pour lutter contre les incendies de forêt qui ont repris dans la soirée, attisés par les vents dans une région du centre du pays où le feu avait tué plus de 100 personnes il y a 2 ans. En dénombre pour l'heure une centaine de blessés. C'est le début d'un voyage historique. L'Inde lance sa mission lunaire destinée à poser un appareil sur le satellite naturel de la Terre. L'expédition inhabitée a pour but de poser autour du 6 septembre un atterrisseur et un robot mobile près du pôle sud de la Lune, ainsi que de placer une sonde en orbite lunaire. Si la mission est couronnée de succès, l'Inde deviendrait la 4e nation à réussir à poser un appareil sur le sol sélénite. Et on revient sur Terre pour aller à milieu sous les mers. Un bombardier américain qui date de la Deuxième Guerre mondiale a été découvert par un groupe de plongeurs dans les profondeurs de la baie est de Shtaibi à Annaba. L'épave, qui était à 60 mètres de profondeur, est remontée à 18 mètres, ce qui a permis sa découverte. Le reportage de Sihem Kenouch. Shtaibi, qui orne le cap Takouch, au pied de l'Idour, à une 60aine de kilomètres de la ville de Annaba. Nous avons entendu parler d'un groupe de plongeurs qui a fait une découverte plutôt insolite, une épave d'un bombardier américain datant de la Deuxième Guerre mondiale. La première fois qu'on a c'est un bombardier en même temps chasseur américain qui a été abattu par la DCA française pour la période de gouvernement de Vichy. D'après Ouchkhalouna, on ne sait pas vraiment là, il a été un chalutier. Il a cru que c'était une baleine. Mais quand on a au large de la baie de Shtaibi, ils l'ont mis à une profondeur qui nous intéresse vraiment. Avant, il était à 60 mètres. Maintenant, il est à 18 mètres. Nous avons donc décidé de jouer au capitaine Nemo et d'aller découvrir ce trésor des 20 milieux sous les mers. Très vite, la respiration
change. Effectivement, l'avion est là, transformé en un récif artificiel plein de vie. C'est l'histoire en elle-même, c'est extraordinaire. كاين افيون سي لهنا تاع الحرب العالميه الثانيه ما طياره واحده افيون امريكان. Une partie de l'histoire mondiale donc enfouie sous nos eaux. Cela donne envie d'apprendre à plonger afin d'aller visiter le musée naturel de nos fonds marins. Youssef Belaili et Bardad Bounjah, les champions d'Afrique de la CAN 2019, ont été honorés hier par les autorités locales de la Wilaya d'Oran. Une interview exclusive a été accordée à notre journaliste de la station régionale d'Oran, Imen Mahrougaras. Je vous propose d'en écouter un extrait. Le peuple méritait amplement cette joie et puis cela fait toujours plaisir de voir toute l'Algérie célébrer cette victoire, surtout en ces temps difficiles. Un peuple qui aime son pays mérite et a droit au bonheur. C'est pour cette raison que l'équipe nationale a un seul objectif maintenant, celui de rapporter plus de victoires tous les 2 ans pour rendre heureux tout le peuple algérien. Depuis le premier match jusqu'au dernier, on était conscient de notre responsabilité. On savait que c'était une mission difficile, mais pas impossible à concrétiser. D'ailleurs, après chaque victoire, les supporters étaient là pour nous soutenir encore plus. Et puis, on avait un seul objectif, celui de faire plaisir aux Algériens et de les rendre encore plus fiers de leur équipe nationale. Et l'Algérie devrait faire un bond d'une trentaine de places pour se hisser à la 40e position au prochain classement de la FIFA, prévu jeudi prochain selon les derniers calculs de la Fédération internationale de football, suite à la consécration des Verts à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Verts sur le toit de l'Afrique et les supporters algériens au 7e ciel, les Algériens vivent toujours au rythme de la CAN. Certains ne se séparent plus du maillot national, d'autres de l'emblème. On se prend même à rêver de la Coupe du Monde. Lamia Boudbouda. Le coup de sifflet final de l'arbitre du match Algérie-Sénégal a été une véritable délivrance pour tous les Algériens. Une joie incommensurable mêlée de fierté a envahi le cœur des fans des guerriers du désert. قلبي ما نديرو هكذا ما نطاح ما نفهم فريمون كرويابل فري واش الفرحه المخرة لي الفرحه كي الشعب هذا فرح soulagement d'abord et une très grande fierté. وانا طاحت لي الدماغ. C'était super en tout cas. C'est vraiment un moment exceptionnel. Les Verts sont sur le toit de l'Afrique pour la 2e fois de leur histoire. 3 jours après la victoire, certains arborent toujours les couleurs du 11 national. بداية الماتش كنا حاسين انه الجزائر راح تربح خصوصا كان بشهر استقلالها يعني هذا الشهر عظيم بالنسبة لها والف مبروك للشعب الجزائري. Des moments magiques et uniques qu'ont vécu les supporters des Fennecs, au point même où une dame a souhaité le retard de son vol. À la première mi-temps, j'étais à la salle d'attente en Tunisie. On a vu les 25e premières minutes. Et la première fois de ma vie, je souhaitais que l'avion qu'on en retard. Mais je suis la salle d'attente. On a le maladie. Pourquoi? Certains amoureux du ballon rond commencent déjà à rêver à une finale de Coupe du Monde. Soyons fous. الحمد لله اللي فرحونا وان شاء الله يزيدوا ثاني يفرحونا في لاكوب دي موند نوصلوا بعيد. هذيك لا سكوند اللي سيفلا الاربيت فريمون شوكيت الغاشي يعيط حرت شغل جافي سونتيمون شغل هذاك ودينا الاستقلال ولا يافي كاع لو موند يعيط الجزائر كاع عيطت شغل ضربه وحده سي انورم شغل حاجه كبيره شغل اون ساتوندي با دو مومون كي عندنا حنا دوكا دي جوار اللي يلعبوا صح حراره وصح قلب دونك اي بوركوا با كو ما نقدروش نروحوا فينال كوب دو موند اي بوركوا با كو ما ندوش كوب دو موند باسكو تو تي بوسيبل راني خايف برك نهبلوا هذا ما كان
Congratulations pour les joueurs. À leur tête, l'architecte de cette victoire, Jamel Belmadi. Merci de nous avoir permis de décrocher les étoiles. Voilà, c'est avec cette belle émotion qu'on clôture ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Et rendez-vous ce soir avec Amina Zahfouf pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.